quand je suis arrivé là-bas, en NCA, quand tu es en pleine saison et que tu arrives en janvier, tu joues 2-3 matchs par semaine et tu es souvent dans l'avion, etc. Donc au final, tu as très peu de temps pour toi, très peu de temps pour te développer. Il y avait aussi très peu de collectif parce que voilà, il fallait aussi préserver les joueurs cadres qui jouaient avec moi. Donc en fait, à la fin, je me retrouvais juste à faire de la muscu et voilà, c'était des entraînements à moitié walkthrough, donc c'était un peu compliqué, etc. C'est toujours, on va dire, c'est toujours bien de passer par ce genre d'expérience. C'était un moment un peu dur dans ma vie, mais ça m'a permis aussi d'évoluer et d'être là où je suis à l'heure actuelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est content de vous retrouver pour une nouvelle interview. Après Bastien Vautier il y a 2 semaines, on est aujourd'hui du côté de Nancy. Je suis avec Zachary Perrin. La banca, superbe pour Zachary Perrin. Slimons qui accélère encore une fois, cette fois c'est la bonne. Oh le allez où? Winding down into pass. Oh, you can count it. Very kick. But the rebound, look at this. Small either, it is a massive bounce pass. Oh, the block. Zachary, comment tu vas? Bah, ça va super et toi? La forme, la Ça va. trêve s'est bien passée, un peu de repos, tout ça? Top. Franchement, ça faisait du bien d'avoir quelques jours pour décompresser et souffler. C'est plutôt bien passé, donc tout est nickel, franchement. Impeccable. Alors pour recontextualiser, pardonnez-moi, le concept de l'interview, bien évidemment, on va dérouler un petit peu ta carrière, parler de tout ce qui a pu se passer, l'équipe de France, parce que mine de rien, tu as déjà pas mal de belles expériences pour ton jeune âge. Et puis bien évidemment, il y aura le petit jeu de la True Story, comme vous le connaissez, à la fin. Donc je te propose de débuter par le commencement. Tu es né à Besançon, si je ne me trompe pas. Exactement. Comment tu as découvert le basket? Comment cette passion était venue? Franchement, c'est quelque chose. J'ai découvert le basket, c'était, on va dire, de manière assez stupide, on va dire. De base, je faisais du foot et ma mère, elle a toujours voulu que je fasse une activité sportive en dehors de l'école. Donc, de base, je faisais du foot et l'année où j'ai voulu me réinscrire au foot, il n'y avait plus de place dans le club qui était à côté de chez moi. Et comme j'étais déjà assez grand, on va dire, à cette époque, j'ai fait un essai, on va dire, dans le club de ma ville pour voir un peu si ça me plaisait. Puis au final, ça m'a plu. Et après, ça s'est directement, on va dire, ça s'est enchaîné. Hein. Après, j'ai commencé à gravir les échelons petit à petit. Et voilà, c'est comme ça qu'on va dire, j'ai commencé à aimer le basket. J'ai trouvé sur Monsieur Stade des matchs où tu as joué en U15 Elite, si je dis pas de bêtises, je suis au Lons-le-Saulmier, C'est ça. Comment ça s'est passé ces premières saisons? Parce que le U15 Elite, c'est quand même le meilleur niveau national. Comment ça a été cette entrée en gamme? Bah, je suis rentré au pôle de Franche-Comté, donc Ouais. celui de ma région. La première année, très dure, parce que, on va dire, j'avais pas énormément de fondamentaux et les joueurs un peu qui étaient dans mon pôle étaient vachement bons, donc c'était très compliqué. Je crois, de mémoire, je devais avoir 2 points de moyenne lors de ma première saison, parce que c'était vraiment... Le niveau U15 France, il était vraiment compliqué. Et puis après, la deuxième saison, justement, le club de Lons-le-Saunier a récupéré le pôle, donc ça veut dire que j'ai joué pour ce club-là. Et puis au final, ça s'est plutôt bien passé. On était en poule basse, on n'a jamais été une équipe très forte, mais ça m'a permis un peu d'être un peu être le leader de mon équipe. Et puis après voilà, ça s'est enchaîné directement derrière, on va dire. Et après cette expérience-là, justement, tu pars du côté de Antibes, en centre de formation. Donc il y a les années U18 Elite, etc. Tu joues aussi en Esport Pro B. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à Antibes au global en centre de formation? Comment ça a permis de te développer? Bah, ça m'a développé énormément. Déjà, dans un premier temps, quand je suis sorti à la fin du pôle Esport, je suis allé faire 3 tests dans des centres de formation. Je suis allé à Bourg-en-Bresse, Dijon, Châlons. Les 3, j'ai pas été pris et ça m'avait un peu mis une claque, franchement. Donc, je m'étais dit que bon, peut-être que c'était pas fait pour moi, etc., centre de formation. Puis j'ai eu un appel d'Antibes un peu au dernier moment parce qu'il y avait Christian Corderas qui m'avait vu jouer un match avec le pôle qui s'était plutôt bien passé quand j'avais joué à Antibes. Et puis je suis allé faire un essai, j'ai été pris. Donc ça s'est un peu relancé. Après, je suis arrivé ma première année du 18, c'était plutôt bien passé. Il y a eu le Covid, donc pas du tout de match. Et ça a été vraiment bien pour tous les joueurs, on va dire, qui étaient dans la structure, parce que comme il n'y a pas de match, on faisait de l'individuel presque toute la semaine. Du lundi au vendredi, on faisait que de lundi, et on jouait un tout petit peu le vendredi après-midi. Donc ça m'a permis de me développer et un peu rattraper le retard que j'avais sur les autres. Et puis voilà, après ça s'est vite enchaîné. J'ai été appelé en équipe de France pour la première fois. Je suis allé, ça s'est plutôt bien passé. Et puis après ma 3e saison U18, j'étais en U18 qui se passait très bien aussi, où on a réussi à aller au Final Four. En parallèle, il y avait les espoirs aussi où j'étais très dominant, où on a perdu en finale contre Blois justement, où tu étais commentateur, il me semble. Exactement. Et donc en fait tout est allé très vite, on va dire. C'est sûr, il y a eu une espèce de petite éclosion pendant la 3e année dès que les matchs ils ont repris. Et puis après voilà, il y a eu l'Euro U18 et puis ça s'est enchaîné encore derrière après.
Tu parles de gravir les échelons assez rapidement. Il Mhm. faut rappeler quand même que tu as une distinction. Tu as été élu MVP du championnat Esport Pro B. Mhm. Est-ce que cette distinction, on peut parler aussi de la distinction collective du Final Four E18, elle vient récompenser un travail individuel et un travail collectif durant toutes ces années? Bien sûr, elle vient à moi, c'est grandement grâce à ça, on va dire. Il y a eu énormément de travail qui a été fourni pendant les 2 années précédentes où je reçois le titre de MVP Esport Pro B. J'ai beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place aussi pour me permettre d'être dans les meilleures dispositions possibles. J'avais l'entraînement avec le groupe professionnel en parallèle qui m'a permis vraiment de me développer. Donc ouais, on va dire, c'était une sorte de satisfaction pour moi parce que c'était, on va dire, un peu le fruit de mon travail. Et puis voilà, j'étais vraiment très content par rapport à ça, quoi. Il y a aussi une expérience qui a dû être riche pour toi, c'est que tu as joué l'Euroleague Junior, donc la Mhm. NGT, un tournoi donc, qui regroupe les meilleurs prospects européens. Tu as joué celui de Varese et tu as terminé MVP C'est ça. avec des stats de 17,7 points, 10,7 rebonds. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Qu'est-ce que ça t'a évoqué de jouer contre les meilleurs jeunes de ta génération en Europe? Non, dans les catégories jeunes, je pense que c'était sûrement une des expériences les plus enrichissantes parce que tu arrives dans un groupe, tu dois t'entraîner 2-3 jours et tu fais directement un petit tournoi avec 4 matchs. Et puis voilà, on avait comme coach une légende un peu de l'Euroleague, Vassilis Panoulis. Donc il m'a appris, il m'a montré beaucoup de choses, il m'a appris à avoir confiance en moi aussi sur peu de temps. Et puis voilà, je me sentais bien, tu sais, quand tu as un coach qui est là, qui t'écoute, qui va te pousser. Forcément, quand tu as un jeune joueur de 17 ans, c'est plus facile de montrer des choses sur le terrain. Donc moi, j'étais juste moi-même, lui il avait confiance en moi. Et puis voilà, j'ai réussi à faire un très bon tournoi. Au final, ça s'est joué à rien. On a perdu contre l'INSEP avec des très bons joueurs maintenant qui sont un peu partout. Mais voilà, c'était vraiment une expérience enrichissante et vraiment apprendre d'un des plus grands joueurs que l'Euroleague ait connu. Franchement, c'est toujours top pour un jeune joueur. C'est clair, justement. Enfin, toutes ces saisons, le centre de formation, l'Euroleague Junior, ça met justement un petit peu la lumière sur toi. Ouais. Et la saison suivante, en 2022-2023, tu décides de partir du côté des États-Unis. Mhm. Un choix qui est aujourd'hui fait aussi par beaucoup de Français. Il y a de plus en plus de Français qui prennent la décision de partir aux États-Unis. Tu vis malheureusement une saison blanche, mais comme tu le dis à beaucoup de médias, c'est pas une saison blanche pour toi parce que tu apprends beaucoup. Tu te renforces sur le plan physique. Parle-nous un petit peu de cette saison qui est à la fois dure dans le côté parce que tu joues pas beaucoup, mais qui te renforce aussi sur un nouveau basket américain que tu découvres. Non, bien sûr, ouais, c'était assez délicat parce qu'au début, je parlais pas anglais, donc j'ai pas pu directement intégrer, on va dire, l'université. J'ai dû passer par une high school. Après, c'était une très bonne high school, une des high schools les plus réputées du pays. Donc pendant 2-3 mois, j'ai appris l'anglais et puis je suis arrivé à la fac, etc. On m'avait promis beaucoup de choses, beaucoup de développement. Moi, c'était toujours, on va dire, ce que je recherchais dans un projet. C'était le développement parce que pour moi, quand tu as entre 18 et 24-25 ans, c'est là, on va dire, où tu dois vraiment le plus te développer. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé là-bas, en NCAA, quand tu es en pleine saison, que tu arrives en janvier, tu joues 2-3 matchs par semaine. Ouais. Et tu es souvent dans l'avion, etc. Donc au final, tu as très peu de temps pour toi, très peu de temps pour te développer. Il y avait aussi très peu de collectifs parce que voilà, il fallait aussi préserver les joueurs cadres qui jouaient avec moi. Donc en fait, à la fin, je me retrouvais juste à faire de la muscu et voilà, c'était des entraînements à moitié walkthrough, donc c'était un peu compliqué, etc. Et puis au final, voilà, j'ai pris la décision de partir parce que pour moi, ça me représentait pas moi. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, je l'ai toujours dit, ça a été vraiment enrichissant parce que j'ai pu un peu voir une autre culture, découvrir une nouvelle langue. Et puis c'est toujours, on va dire, c'est toujours bien de passer par ce genre d'expérience. C'était un moment un peu dur dans ma vie, mais ça m'a permis aussi d'évoluer et d'être là où je suis à l'heure actuelle. Est-ce que ce moment-là, justement, que tu parles d'un moment dur, c'est un moment aussi qui te permet, que tu gardes en tête maintenant et qui te permet aussi de remonter, on va dire, de prendre ce côté-là et d'évoluer Bien sûr, parce que on va dire là-bas c'était vraiment très compliqué. J'avais à peine 18 ans, j'étais loin. T'étais loin de tout le monde Voilà, aussi, c'est c'est ça, ça. exactement. J'étais loin de ma famille, il y a le décalage horaire, c'est un peu compliqué. À partir de 15h, il n'y a plus personne qui répond en France. Donc c'était vraiment très dur. Mais voilà, on va dire que comme tu l'as dit, quand je prends la situation avec du recul, bah, je me dis voilà, que ça forge surtout quand tu es un jeune joueur de 18 ans et ça permet aussi de préparer un peu tes expériences futures parce que dans le basket, on sait qu'une carrière c'est assez long et que forcément il y a des hauts et des bas. Et là, on va dire que j'ai vécu un très gros bas très tôt. Donc ça ne peut que m'aider pour la suite. Justement, après cette expérience-là, tu décides de revenir en France, de revenir là où tu as été formé, du côté d'Antibes, de revenir dans le championnat de Pro B.
Parle-nous de ce choix. Est-ce que c'était un choix un petit peu logique aussi de revenir à la maison dans un endroit que tu connaissais après les États-Unis? Non, non, après, j'ai parlé avec Christian Corderas, on va dire, parce que c'était un peu plus c'est devenu un peu plus qu'un coach avec le temps, parce qu'il a appris à me connaître, etc. Lui, il m'a dit que ça pourrait être pas mal aussi de revenir, on va dire, à la maison, d'être dans une structure stable avec des personnes que je connais, dans un environnement que je connais depuis longtemps. Et puis, voilà, il y avait un coach aussi, le coach de la Pro B, qui avait toujours cru en mon potentiel, qui était Daniel Gothals à l'époque. Donc, j'ai parlé avec lui. Au début, c'était un peu compliqué, parce que forcément, lui, ça l'avait un peu embêté que je parte aux États-Unis, parce que voilà, il pensait que voilà, j'avais tout pour me développer du côté d'Antibes, donc forcément il était un peu déçu par rapport à ça. Puis après il y a eu une longue discussion et puis voilà, il a compris que quand tu es un jeune joueur de 18 ans, des fois tu prends des décisions, il y a des gens qui prennent des décisions avec toi qui sont pas forcément, on va dire, qui t'aident pas vraiment, et il a compris. Et puis au final il m'a dit, moi écoute, si tu reviens ici, je vais vraiment essayer de te développer le plus possible, et il n'y a rien qu'à changer par rapport à ça. Et donc j'ai décidé de revenir parce que c'était une personne en qui j'avais énormément confiance et en qui j'ai toujours confiance, qu'on communique encore souvent. Et puis après voilà, je suis revenu à Antibes et ça pouvait que bien se passer, on va dire, parce que quand tu fais une saison à l'étranger et que tu n'es pas dans un très très bon environnement, quand tu reviens à la maison avec des personnes qui ont confiance en toi, quand tu es un jeune joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ça a toujours marché comme ça. C'est un peu une relation de confiance, et c'est ça qui m'a permis aussi de faire une bonne saison de Pro B, on va dire. C'est ça, tu parles d'une bonne saison, 10 points à peu près, 7 rebonds de moyenne. Saison donc très solide pour une vraie première en professionnel. Qu'est-ce que tu retiens aussi de cette première expérience pro où tu te dis enfin, est-ce que ma carrière elle est lancée? Ouais, bah après là, franchement, je pensais pas faire aussi bien après cette saison de Pro B, mais je me suis dit voilà, peut-être que voilà, on va dire que c'est le début de ma carrière. C'était très très bien passé. Et puis c'était un peu une saison où tout s'est bien passé pour moi. Je me sentais bien, j'ai développé beaucoup de choses. J'ai développé mon tir extérieur. Voilà, c'est quand t'es confronté, on va dire, à des adultes, c'est différent parce que tu apprends beaucoup plus vite. Et vraiment, c'était pour moi, quand tu es un jeune joueur, c'est bénéfique. C'est super important de passer par la Pro B parce que c'est vraiment un championnat intermédiaire qui te permet d'évoluer assez vite, on va dire. Justement, on commence à voir aussi au fur et à mesure apparaître ton nom dans certaines mock draft NBA. Bon, au final, on sait que c'est compliqué quand on vient de Pro B d'être drafté. Ça arrive à très peu de joueurs. Bien sûr. Il n'y a que Isaiah Cordigné et Johan Bégarin qui l'ont fait, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que finalement, tu arrives à mettre aussi la draft NBA à côté de toi, ou c'était vraiment un objectif pour toi? Moi, ça n'a jamais vraiment été un objectif. C'est bien sûr, depuis que je suis petit, tout le monde regarde la NBA. Voilà, c'est la meilleure ligue du monde forcément, mais j'ai jamais été un joueur vraiment focalisé sur la NBA. Moi, j'ai toujours essayé, on va dire, de me développer. Et depuis petit, je suis l'Euroleague. Donc, j'ai jamais été un joueur où, à la fin, je me projetais forcément en NBA. Juste, j'essayais de faire les choses le mieux possible. Et si ça vient à moi, tant mieux. Mais si ça vient pas, tant pis, on va dire. Donc, ça a jamais été quelque chose qui m'a déconcentré ou qui a freiné, on va dire, ma progression parce que je pensais qu'à ça, quoi. Tu préfères le jeu qu'il y a en Europe à l'heure actuelle, qui est peut-être plus qualifié, plus défensif, plus intense, avec aussi beaucoup plus de QI basket peut-être? C'est ça, ouais. Moi, je préfère le jeu européen parce que voilà, après, dans les centres de formation, depuis qu'on est jeune, on est formé, etc., à faire différentes choses. Et puis, on va dire que le QI basket qu'on retrouve en Europe, pour moi, est plus élevé que ce que tu peux trouver aux États-Unis. Mais après, voilà, aux États-Unis, t'as les meilleurs joueurs. Donc, c'est assez paradoxal, mais ouais, moi, ça a toujours été quand même l'Euroleague qui m'a vraiment intéressé. Mais bon, après, comme j'ai dit, quand la NBA vient à toi, tu peux pas vraiment refuser. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est une question qu'on pose un petit peu à tout le monde, à tous nos invités qu'on a l'occasion d'avoir. Justement, on parle de basket français, de développement de basket européen. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui sont performants en Euroleague. Alors forcément, on pense à Théo Malédon, par exemple, qui est très en vue en ce moment. On a 3 clubs français désormais en Euroleague. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le basket français est en train de prendre un virage aussi, et en train de se développer, et ça se voit aussi au travers des équipes de France jeunes qui gagnent de plus en plus de compétitions? On aura le temps de parler de ça après. Ouais, non, bien sûr, je pense que le basket français prend un tournant on va dire déjà depuis 3-4 ans. On va dire même dans les centres de formation, la manière dont sont formés les joueurs, etc. Ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, c'est beaucoup axé sur l'aspect individuel, et en France, on retrouve l'aspect individuel mais aussi collectif. Et puis on voit justement sur les compétitions jeunes, etc., que la France, généralement maintenant, avec certaines nations comme l'Espagne ou ce genre de choses, est vraiment au-dessus. Donc on voit vraiment que le travail qui est effectué dans les centres de formation sont de plus en plus qualitatifs. Tu as le Pôle France aussi qui sort énormément de bons joueurs. Il y en a là, actuellement qui vont sûrement faire une très très grande carrière. Donc ouais, on voit que ce qui se passe en France,
c'est assez incroyable. Et puis moi, on va dire, moi je fais partie des joueurs voilà, qui ont été formés, etc. Et bien sûr, ça fait plaisir de pouvoir sortir à un niveau professionnel comme je le suis actuellement. Donc oui, c'est assez incroyable d'être dans une nation comme la France. Tu parles de niveau professionnel, de nation. Justement, après ta première saison du côté d'Antibes, Mhm. tu passes le step l'année suivante. Tu décides de découvrir donc la Betclic Elite, ici, du côté du SLUC Nancy. Ouais. Je voulais d'abord savoir quel choix t'a poussé à rejoindre Nancy. Et aussi, pourquoi pas la pro? Est-ce que tu avais des offres de l'étranger? Est-ce que tu avais des offres pour poursuivre en Pro B? Qu'est-ce qui a forgé ton choix au final? Non, on va dire directement à la fin de ma saison, j'ai parlé avec le président et le coach du SLUC Nancy. Et c'était des gens qui croyaient en moi et voilà, qui m'ont proposé un projet qui me correspondait. Donc forcément, quand j'ai vu ça, j'ai pas vraiment hésité. On va dire qu'avec ce qui s'était passé aux États-Unis, je préférais encore prendre une saison de plus où mon objectif était vraiment de rester en Betclic Elite. En plus, la Betclic, c'est un championnat qui met les jeunes en avant. Donc, pour moi, c'était primordial de rester en France. Et donc, il me fallait encore refaire une saison de plus en France. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le SLUC Nancy. Et puis, comme tu l'as dit au tout début de la vidéo, moi, je suis originaire de Besançon. Donc, c'est à peu près à 2 heures en voiture de Nancy. Donc, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir cette proximité avec chez soi. J'ai mes amis, j'ai ma mère qui vit à Besançon. Donc, on va dire que ça a joué un plus dans ma décision de venir à Nancy. Tu parlais de Betclic Elite comme ligue de développement des jeunes Français. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de joueurs, depuis Victor Wembanyama, Nolan Traoré, etc., qui vont aussi ensuite être annoncés très haut dans la draft NBA. Il y a vraiment ce côté développement. Et cette année, il y a eu un événement organisé par la Ligue nationale de basket, le Young Star Game, auquel tu as participé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? Comment était cette première édition du tournoi? Comment vous l'avez perçu, vous, en tant que joueur? Non, en tant que joueur, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que la LNB vraiment a mis en place toute une structure, on va dire, pour pouvoir nous mettre en avant. Il n'y avait pas que le Young Star Game, il y avait aussi la Combine aussi, Ouais, bien sûr. où il y avait énormément de scouts, de gens. Donc c'est bien aussi, tu peux un peu voir, ce que tu fais par rapport à la moyenne NBA, par rapport aux autres. Donc j'ai trouvé ça top. Et puis voilà, le Young Star Game, c'était un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. Tu joues avec les meilleurs joueurs les meilleurs jeunes joueurs des différents championnats et puis tu apprends un peu à connaître, tu prends du plaisir sur un match, etc., qui est commenté avec beaucoup d'engouement autour. Donc franchement, moi, c'était une expérience que j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment bien, ça nous a mis tous en valeur et c'était un bon moment, on va dire. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de cette saison collective, sur le plan collectif à Nancy. Vous êtes aujourd'hui, on tourne cette vidéo au moment de la trêve, donc vous êtes à 8 victoires et pour 11 défaites, 10e du championnat, mais ex-aequo à la 8e place qu'occupe aujourd'hui la JDA Dijon. On sait que cette année, il y a une nouvelle formule dans le championnat, il y a le play-in qui est là, donc play-in qualificatif de la 7e à la 10e place qui donne un accès pour 2 clubs au play-off Betclic Elite, pardonnez-moi. Et quelle est l'ambition collective? Est-ce que l'objectif c'est d'aller en play-in et puis après d'accrocher son ticket en play-off? Ouais, bien sûr, l'objectif premier c'était d'aller en play-off. Là pour l'instant on est 10e, donc c'est plutôt bien. Après bien sûr il y a les play-in aussi. Mais voilà, l'année dernière Nancy c'est une équipe qui n'a pas pu faire les play-offs. Cette année ça tient à cœur de toute l'équipe de les faire. Donc voilà, il nous reste encore une dizaine de matchs environ. Donc ça va se jouer à rien. Mais on va dire que oui, bien sûr, pour un club comme Nancy qui a une structure, un environnement comme on est, on va dire ce serait logique de faire les playoffs. Après voilà, la Betclic Elite c'est un championnat qui a un niveau très très dense, c'est très dur de gagner les matchs, tout le monde peut battre tout le monde, donc c'est très compliqué. Et puis t'as les grosses équipes du championnat aussi qui sont très fortes, mais voilà, ouais, c'est sûr que les playoffs c'est dans un coin de la tête de tous les joueurs, mais il faut d'abord prendre des victoires avant ça et c'est ça le plus important. Ça promet en tout cas un beau sprint final. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de la suite, des perspectives, des ambitions que tu as. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes professionnels, tu as connu le championnat de France. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, j'ai envie de te dire? Est-ce que tu vas continuer de te développer en championnat de France? Est-ce que tu te vois aller jusqu'au step de l'Euroleague dans 5 ans, etc. Quelles sont tes ambitions à court et à long terme? Non, je suis un joueur qui a les pieds sur terre, donc on va dire j'aimerais comme tout joueur jouer en Euroleague ou bien sûr comme je l'ai dit si à la NBA jouer en NBA, mais voilà il y a énormément de développement avant en tant que jeune joueur, mais on va dire j'aimerais gravir les échelons petit à petit. Voilà, je suis là pour l'instant, j'ai signé avec le SLUC, on verra de quoi demain est fait, mais moi j'ai toujours dit que voilà il me fallait faire cette année en France, mais j'aimerais aussi partir à l'étranger, découvrir de nouvelles choses
Donc à voir. Et puis j'aimerais aussi jouer une coupe d'Europe assez vite, on va dire, que si c'est pas avec Nancy, avec un autre club. Donc ça fait partie de mes objectifs sur le court terme de jouer une coupe d'Europe. Et voilà, après, ouais, dans 5 ans, me voir dans une grande équipe d'Euroleague, ce serait un espèce de rêve, mais je vais essayer de le transformer en objectif, on va dire. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive sur la partie équipe de France, et notamment équipe de France jeune, parce que faut dire que tu fais partie de figures prenantes aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les Français. On aura le temps de résumer un petit peu toutes tes compétitions. J'aimerais parler d'abord des 2 Euro 18 que tu as joué consécutivement, qui étaient, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y en a un qui était vers tes premières expériences véritablement sous le maillot bleu. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 euros? Non, c'était plutôt bien. Le premier, c'était en Israël. C'était assez spécial parce que voilà, on va dire, je savais pas que, enfin, tu découvres un peu, tu arrives avec tous les joueurs de l'INSEP, etc. Donc on va dire, pas impressionné, mais c'est toujours assez délicat quand tu viens d'un centre de formation, surtout un centre de formation de Pro B. Donc on va dire que c'était quand même une bonne expérience. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu sur les tournois, ça permettait un peu juste de découvrir un peu les autres pays. Et puis voilà, il y a eu le deuxième Euro qui m'a appris énormément de choses aussi, comme quoi le basket international, rien n'est acquis. Même les petites nations peuvent battre les grandes équipes. Donc on a perdu contre la Slovénie en quart de 1 point, il me semble. Et donc ça m'a appris énormément de choses. Et puis ça m'a aussi permis de revenir les années suivantes avec, on va dire, ce sentiment un peu d'essayer de vouloir faire mieux et de ramener une médaille, parce que c'est toujours ça, on va dire, l'objectif quand tu mets le maillot de l'équipe de France. Tu parles de revanche et de ramener une médaille. Justement, en 2023, vous jouez les championnats du monde du 19. Faut rappeler que la France était vice-championne sortante avec une équipe notamment composée de Victor Wembanyama, Brice Dessert, ton coéquipier Clément Frisch qui était là. Vous, justement, cette expérience du championnat 18, de cette défaite contre la Slovénie, comment elle vient vous servir, puisque vous finissez aussi vice-champion du monde, vous échouez à rien encore une fois des Américains. J'aimerais savoir aussi comment tu as ressenti ce tournoi, et est-ce qu'à la fois on est content d'avoir été vice-champion du monde, ou à la fois un petit peu de regret parce que le match était jouable en finale? Non, franchement, c'était énormément de regrets. On n'était pas du tout content d'être vice-champion du monde, franchement, pour être honnête, parce que on avait fait un peu le tournoi parfait, on va dire. On avait sorti les États-Unis en demi-finale. Il me semble que les États-Unis, ils n'avaient pas perdu une Coupe du Monde depuis au moins une vingtaine d'années. Donc c'était assez l'exploit. Et puis on avait joué l'Espagne en poule, on avait perdu de beaucoup, mais on savait que c'était une équipe qui était équivalente à la nôtre et qui avait rien de plus, on va dire. Et puis voilà, au final, à la fin, comme j'ai dit, le basket international, ça se joue, que ce soit dans les compétitions jeunes ou dans les compétitions adultes, ça se joue sur quelques détails à la fin. Et puis nous, c'était le détail du rebond qui nous a un peu manqué. Et puis donc on a perdu le match en prolongation. C'était très très dur, surtout que moi je suis sorti pour ma 5e faute juste avant la fin du 4e quart-temps. Donc c'était quelque chose, vraiment, ça a été peut-être une des pires défaites, on va dire, que j'ai pu connaître dans ma jeune carrière jusqu'à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose de très très dur, et il y avait cette grande déception aussi, parce que voilà, l'objectif était d'être champion du monde et créer, on va dire, cet exploit, on va dire, parce que personne ne l'avait fait dans les compétitions jeunes en équipe de France. Donc c'était assez compliqué, mais après voilà, ça fait partie du basket et on apprend, on va dire. C'est clair, en tout cas, d'un œil extérieur, c'était exceptionnel. Je tiens à dire, nous, on voit sortir les États-Unis, c'est vrai que c'est un truc qui se fait jamais, surtout en compétition jeune. On voit de plus en plus d'écart, donc une belle prouesse. C'est certes, il y a cette finale où il a manqué de ce petit truc. Tu termines quand même dans le 5 majeur de ce tournoi-là, qui vient récompenser franchement un bon tournoi, on va dire, dans la régularité, sur le plan individuel. Comment tu reçois cette récompense? Non, j'étais très très content de la récompense. C'était quelque chose, on va dire, qui était assez logique quand même, parce que j'avais fait un très très gros tournoi. Après, bien sûr, il y avait cette déception de ne pas avoir gagné la médaille d'or, parce que s'il y avait eu la médaille d'or, il y aurait eu sûrement le titre de MVP. Donc c'était compliqué, mais dans un premier temps, quand tu perds une finale, tu ne penses pas du tout à toi, tu penses surtout à l'équipe, et c'est ça qui a été assez dur pour moi, parce que je revenais aussi de mon année compliquée, etc. Et perdre en finale, ça m'avait un peu mis un coup de massue sur la tête. Donc c'était compliqué, ça a pris un peu de temps, on va dire, à digérer, mais c'était encore une fois une bonne expérience. Et dans tous les cas, ça fait des souvenirs, c'est l'équipe de France, et c'est quelque chose que j'oublierai sûrement jamais. Donc c'était vraiment incroyable quand même. Justement, vous revenez revanchard l'été suivant, il y a les championnats d'Europe U20. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, le contexte, c'est que la France est déjà championne en titre. C'est toujours difficile au basket de réaliser un back-to-back. Et puis au final, il y a ces championnats d'Europe U20 où on sent que tout le monde est transcendé collectivement. Ça se déroule bien. Il y a ce shoot cet été de Noah Penda, c'est exceptionnel.
aussi qui porte le collectif. Et puis vous terminez champion d'Europe. Ouais. Et cette fois-ci, tu l'as cette médaille d'or et tu as ce titre de MVP aussi. Mhm. Parle-nous un petit peu de cette campagne. Non, c'était une campagne exceptionnelle avec de super joueurs, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Betclic à l'heure actuelle. C'était vraiment quelque chose quelque chose d'assez fou, on va dire, surtout ce shoot de Noah en quart de finale. C'était vraiment ce qui nous a relancé. Puis c'était qu'on sortir l'Espagne, on va dire, c'était quelque chose. Quand t'es français, ça fait toujours plaisir parce que c'est une rivalité qui existe depuis de nombreuses années. Donc c'était vraiment bien et voilà, ça m'a encore une fois appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que le basket, il fallait toujours y croire tant que le match n'était pas fini. Et puis on a gagné cette finale contre la Slovénie. Et puis j'ai eu le titre de championnat. Enfin j'ai eu le titre de MVP. Et c'était quelque chose voilà où j'étais très content parce que quand t'es en équipe de France U20, tu sais que c'est ta dernière équipe de France jeune. Ouais. Et terminer sur cette note d'avoir la médaille d'or et le titre de MVP, c'est quelque chose voilà qui est vraiment super parce qu'on va dire que ça clôt un peu le chapitre de l'équipe de France jeune de la meilleure des manières. Donc par rapport à ça, j'étais vraiment super content et puis vraiment ramener cette médaille, c'était quelque chose qui est très très très, très important. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était une équipe top. On avait un coach Guillaume Vizade, on va dire extraordinaire. C'était vraiment fou de l'avoir comme coach. On avait aussi mon coach assistant qui est à Nancy, Jonathan Nebo aussi. C'était tout, on va dire, tout était parfait. C'était une expérience fou. C'était vraiment, j'ai adoré. Et voilà, maintenant c'était ma dernière expérience en équipe de France jeune, donc que des bons souvenirs. Ça fait un beau parcours, hein. 4 compétitions, une médaille de vice-champion du monde, une médaille de champion d'Europe. C'est ça. Est-ce que forcément il y a un attachement particulier à l'équipe de France? Est-ce que aussi dans l'un de tes objectifs, il y a cette idée d'un jour participer à l'équipe de France A? On sait qu'il y a des fenêtres internationales qui s'y prêtent. Bon là en ce moment, à l'heure actuelle, il y a les joueurs d'Euroleague qui sont engagés, mais ça arrive aussi par moments qu'il y ait des compétitions qui se chevauchent. Donc il y a forcément plus d'ouverture. Est-ce que tu as ça dans un coin de ta tête aussi? Bien sûr, j'ai ça dans un coin de ma tête, forcément, en tant que Français, ça serait assez fou de dire non, mais bien sûr, l'équipe de France, c'est quelque chose qu'on va dire que j'ai aussi dans un objectif de court terme, on va dire, pour les fenêtres, et de long terme, on va dire, pour les grandes compétitions. Donc, après, à voir comment ça va se passer. J'espère juste, on va dire, reporter ce maillot, parce que c'est toujours une fierté de pouvoir jouer sous les couleurs de l'équipe de France. Donc, bien sûr que je l'ai en tête, et je vais essayer de fournir le maximum de travail possible pour pouvoir un jour reporter ce maillot. Dans ta bio Instagram, il y a écrit précis, pas pressé. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce mindset? Qu'est-ce que ça représente chez toi? Non, ça représente, on va dire, j'ai toujours été un joueur il faut pas sauter les étapes trop vite, il faut prendre son temps, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on va dire, de nos jours, de jeunes joueurs que je vois souvent, ils sont assez pressés de gravir les échelons. Ça pense très vite à la NBA, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours été un garçon qui a les pieds sur terre, bon, sans m'auto-jeter des fleurs, on va dire. Mais j'essaye toujours étape par étape. Là, l'année dernière, par exemple, j'étais en Pro B. Là, cette année, je suis en Pro A. L'année prochaine, je sais pas où je serai, mais j'espère que soit à Nancy, soit dans une situation encore meilleure. Donc, j'essaye toujours de prendre mon temps, être assez posé, on va dire. Et c'est pour ça que c'est précis, pas pressé. Il faut toujours être dans le bon timing, on va dire, et jamais presser les choses, parce que tout vient à point à celui qui sait attendre, comme on dit. Donc c'est pour ça. Exactement. Merci beaucoup pour la partie interview, c'est tout. Bien évidemment, on arrive à la fin. Il y a ce petit jeu. Petite question, est-ce que tu es prêt? Let's go, c'est parti. Je m'appelle Zachary Perrin. Mais mes coéquipiers m'appellent aussi. Mais m'appelle aussi Zaki. Avant chaque match, j'écoute Du Wear au Noir. un son particulier. C63. Très bon, bonne ref. Mon move préféré sur le terrain, c'est Le speed move. avec finition dunk ou pas? Finition dunk, bien sûr. En prime, toujours. bien évidemment. Le joueur que tu froisses en 1v1, c'est Oh. Alexandre Bouzidi, on va dire, parce que c'est mon gars, et vas-y. on lui passe un petit shout-out à Alexandre Bouzidi d'ailleurs. Mon plat préféré, c'est Le ndolé, fait cuisiner par ma mère, un plat camerounais. classique, qui passe bien. Exactement. La meilleure ville de France, c'est Besançon, hein. logique. Bien sûr, le 25 toujours. En dehors du basket, j'aime J'aime le foot, un grand fan de foot depuis que je suis tout petit, du coup un peu un rapport parce que j'ai joué, mais ouais, le foot. Tu supportes quelle équipe Je suis Paris Saint-Germain, Ok, je ça supporte va. le Paris Ça Saint-Germain. va, t'aurais dit l'OM, on aurait coupé Non, l'interview. Là. Le champion d'Euroleague cette saison sera
L'Olympiakos pour moi. Bien, c'est valeur sûre, avec Sacha Voilà. Vezenkov qui est quand même assez incroyable. Bien sûr, c'est pour ça. Je te rejoins sur ça. Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, c'est Meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, même s'il est vieux, j'aurais dit LeBron James toujours. Pour moi, c'est toujours le joueur qui domine tout le monde. exactement. Si je n'avais pas été basketteur, j'aurais été. Footballeur. Eh ben voilà. Merci beaucoup, c'est impeccable. Avec Merci plaisir. beaucoup Zachary Perrin. Merci beaucoup, Yanis. Merci à toi. Et bah, merci à tous d'avoir pu suivre cette petite interview. On te souhaite plein de bonheur pour la fin de saison avec Nancy. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube d'Open Gym TV. À très vite. Merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Avec plaisir, frérot.